Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas quand vous m'écoutez, c'est la deuxième édition de La Voûte. Après un premier podcast qui est sorti il y a 2 semaines, ça fait environ 2 semaines, je me suis mis au travail tout de suite pour une seconde édition, pressé que j'étais de vous présenter la continuation, cette espèce d'aventure audio de moi-même qui m'exprime pour vous, n'est-ce pas, à votre intention. Écoutez, 30 vues. Voilà, 30 vues pour le premier podcast. Moi je m'estime heureux parce que j'ai fait 0 pub. J'ai fait intentionnellement 0 pub, c'était ce que j'avais prévu, je ne voulais pas faire de com. Pas tout de suite, donc tombe sur le podcast qui veut tomber dessus, ou alors mes proches qui ont été mis au courant d'une façon ou d'une autre. Mais je n'ai fait de la pub nulle part, ni sur des webzines, ni sur Facebook, ni que dalle. Donc, si vous avez cliqué, merci. Ceux qui m'écoutent, merci. Vous êtes tombés sur ce podcast, je ne sais pas trop comment. C'est un peu un mystère, mais bon. Dans tous les cas, je vous remercie. Quelques petites infos en vrac. J'ai reçu quelques retours de personnes qui me connaissent, qui ont su que je faisais ce podcast. Des retours vraiment encourageants pour la plupart. Je m'y attendais pas. Je m'attendais sincèrement à me faire un peu plus engueuler. Genre, ferme-la, t'es fatigant... la forme est naze, travaille plus le montage, et choses comme ça, mais non. Non, j'ai reçu plutôt de très bons retours et je suis content. Ça m'a fait plaisir, ça m'a encouragé. J'ai évidemment reçu aussi des critiques. Des critiques de ces mêmes gens qui m'ont dit voilà ce que tu pourrais améliorer. On m'a proposé de bosser un petit peu plus sur certains aspects de ma diction, ma diction, qui n'est pas parfaite, mais je vais travailler dessus, évidemment. Des petites choses au montage aussi, dont je me suis rendu compte en réécoutant un petit peu le premier podcast. Donc j'ai une petite liste, j'ai fait un petit cahier des charges, un petit cahier de doléances plutôt, un petit réquisitoire sur ce qui doit être amélioré. On m'a proposé des gens à interviewer ou avec qui discuter. On m'a demandé d'arrêter les petits, comme dit là, comme on m'a dit, les petits claquements de salive, alors je vais faire un effort. On m'a aussi conseillé de mettre plus d'extraits d'OSS 117. On m'a dit que ça manquait un petit peu de Hubert Bonisseur de la Batte. J'y penserai. Merci Guillaume, c'est une très bonne idée. Et voilà, écoutez, seconde édition, un petit briefing vite fait sur ce qui va se passer maintenant. Et je me retrousse les manches pour montrer à quel point je suis déterminé, bien sûr, pour vous présenter de nouvelles choses, à vous parler de nouveaux trucs passionnants, toujours passionnants. On va parler de quoi ? Je vous présente 2 albums et un bouquin dans les volumes, dans des genres assez différents les uns des autres. Des choses qui m'ont pas mal marqué en plus, donc je vais être assez enthousiaste, je pense. Un gros dossier qui me tient à cœur, qui sera plus un dossier un peu exposition. Je vais un petit peu vous raconter la vie, les chroniques d'une scène précise, le black metal de Trondheim, le Nidrosian black metal comme on dit, qui me tient particulièrement à cœur, plus que d'autres scènes black metal. On va dire un petit peu ce qu'est cette scène, les groupes qu'elle constitue, ce qu'elle a de particulier et surtout en quoi elle est importante à mes yeux, en quoi c'est une scène décisive et unique, et en fait assez unique. Un petit réquisitoire sur une notion qui me casse les couilles depuis des années, un truc qui me fatigue, mais à gros rendement, enfin sérieusement, depuis longtemps déjà, à savoir la catharsis. Ah, la catharsis, vous aimez ça, vous adorez ça les métalleux, la catharsis, vous vous paluchez dessus comme pas possible, c'est un enfer, c'est Polanski devant une sortie de maternelle, c'est insupportable, vous allez arrêter immédiatement de faire ça, et je vais vous dire pourquoi. Et enfin, écoutez, un petit derrière les fagots qui parlera d'un groupe que vous connaissez tous, mais dont tout le monde se fout, et c'est mal. Il faut pas vous foutre de ce groupe parce que c'est un groupe génial, et je vous dirai duquel il s'agit plus tard, et un petit lexio final. Voilà, monastère, repas, fermage de gueule, je vous lis un truc. De Clark Ashton Smith, que vous connaissez peut-être de réputation ou de lecture si vous êtes des gens cultivés et de bonne aloi. Écoutez, on va pas attendre davantage, et on part tout de suite pour les volumes. Bienvenue encore une fois à tous, vous êtes sous la voûte.
Et le premier de ces volumes est sorti le 25 décembre 2020, le jour de Noël, il y a un bon gros mois maintenant. Purification, Dwell in the House of the Lord Forever. Du Doom, du vrai gros Doom, pas du heavy Doom un peu sucré qu'on voit un petit peu en ce moment, vous savez les trucs un peu à la Smolder, les machins comme ça, qui fleurissent pas mal, un petit peu dans la continuité de la New Wave of True Heavy Metal, comme on dit. Non, là c'est vraiment du Doom à l'ancienne, mais qui sonne à l'ancienne, pas qui veut faire du à l'ancienne. C'est pas des mecs qui se sont dit, on aime le Doom 80, on va faire un truc comme du Doom 80. C'est le com qui est important là. On aime le Doom 80, on aime Saint Vitus, on aime Solitude Aeternus, et aussi une autre référence que je vais citer un peu plus tard, et qui est principale pour le groupe, et ça s'entend tout de suite. Là, c'est on aime le Doom 80, point. Et on en fait, en fait. On fait cette musique-là. On fait pas comme, on fait pas l'image d'Épinal qu'on s'en fait, on fait juste du Doom 80. Les mecs sont américains, de l'Oregon, je crois. Et leur plus grosse influence, au-delà des deux autres groupes que j'ai cités tout à l'heure, c'est Reverend Bizarre. Reverend Bizarre, un jour on parlera de Reverend Bizarre un peu en détail, parce que c'est un groupe vraiment particulier, c'est drôle, c'est un groupe on dirait qu'il a 30 ans, alors qu'en fait tout est sorti en 2000, Reverend Bizarre, c'est un groupe vraiment, vraiment à part, et qui a un petit peu fondé une école du Doom à lui tout seul. Reverend Bizarre c'est presque du Funeral Doom mais sans le death dedans, pour moi, j'ai toujours pensé un petit peu ça de ce groupe-là. Et Purification, visiblement, a beaucoup écouté Reverend Bizarre, et en particulier In the Rectory of the Bizarre Reverend. Ça s'entend super bien. Ça s'entend dans la voix, la manière de faire monter les riffs, cette espèce de truc un peu tragique, triste, très épanché, très languissant, mais qui ne se vautre jamais. Il n'y a jamais de chute dans le pathos trop appuyé, trop... ça fait jamais du pathos scabreux. C'est jamais du pathos vraiment... qui se plaint. C'est tragique, mais c'est un tragique un peu noble, c'est un tragique de fresque. C'est pas un tragique c'est pas un tragique de cinéma un peu cheapos. C'est pas dans le... Il y a pas le côté où je tombe dedans et je me vautre et je me roule dedans. Non, on reste droit dans la misère. Et ça me parle, vraiment ça me parle, parce que du coup ça fait naître un côté assez épique. Alors, allez pas écouter du Scald ou du Solstice là-dedans, ça n'a rien à voir. C'est un épique plus un peu homérien. C'est un épique un peu maudit. C'est un petit peu Ulysse qui veut retrouver le chemin de la maison, mais qui peut pas. Et qui reste debout. Et qui se lamente un peu, mais jamais trop longtemps. C'est un épique un peu comme ça. C'est pas le épique de My Dying Bride. J'aime aussi beaucoup My Dying Bride, mais c'est pas tout à fait le même. L'album fait 40 minutes, ce qui est court, c'est quand même très court. Avec une très belle pochette, c'est le Taj Mahal sur fond vert avec le logo en rose dessus. Alors non, c'est pas psyché, hein, calmez-vous, c'est pas du Doom psyché. Il y a vraiment un côté In the Rectory, mais en concentré, en plus accessible et en plus punchy. Reverend Bizarre, c'est pas simple de rentrer dedans. Ça reste un album très long, il fait 1h10, 15 je crois de mémoire, c'est quand même pas... C'est un peu la mer à boire, là non. C'est moitié plus court, c'est plus efficace, ça monte plus vite, c'est moins répétitif, le rythme est un peu plus enjoué, un peu plus accéléré quand même. Ouais, très bon concentré de Reverend Bizarre, avec une prod assez particulière. Le vrai instrument, le squelette du groupe, c'est la basse, comme souvent dans le Doom. Là, c'est la basse qui est partout avec un son très... l'album s'ouvre sur une basse qui sonne très bien d'ailleurs, qui est une très jolie mélodie de basse qui met une atmosphère tout de suite. Vraiment, il y a un toucher de basse. Je pense que le mec joue au doigt, qui est vraiment, je sais pas, il y a un feutré et puissant à la fois. Non, c'est vrai, la basse est ouf. Franchement, la basse est ouf. Le son de guitare est un peu lointain, presque un peu filtré. On dirait presque qu'il y a un peu de gate dessus, ou un effet un peu comme ça. C'est particulier. Il a l'air un peu lointain, un petit peu roulé en boule, vu un peu de loin, alors que la basse cimente. La basse vraiment est là, sert de base. La prod est spéciale. La prod est un peu chelou, mais très bonne, un peu lourde, voilà, c'est un peu sourd, il y a un son, c'est un peu assourdi, mais ça sonne bien, vraiment ça sonne bien, ça colle vraiment à la musique qui est jouée. Donc bon, album de folie, vraiment je vous le conseille. Je suis très Doom, mais ça fait un beau temps que j'ai pas entendu du Doom aussi marquant. Je trouve qu'on a eu une très bonne année de Doom en 2019, 2018 aussi, avec le Solstice qui était sorti, qui était une tuerie, moins en 2020,
Celui-là sauve un peu l'année pour moi. Purification, Dwell in the House of the Lord Forever, chez Rothschild, un label allemand, inconnu au bataillon, mais tuerie. Franchement, tuerie. Deuxième volume, et là, on parle d'un monument. Mais je dis pas ça pour déconner, je dis pas ça comme une exagération à la con de n'importe quel mec qui fait un podcast. Là, je vous parle d'un vrai monument. Parce que c'est pas un groupe qui se découvre, c'est un groupe qui revient. Sorti aussi le 25 décembre, même jour, chez Osmose Productions, Eight Forest, Hour of the Centaur. Oh putain. Ah putain, la branlée. Eight Forest, moi c'est un groupe que je vénère depuis des années, et qui est malheureusement assez oublié. C'est assez oublié parce que Roman Saenko a le défaut de multiplier un peu les projets. Il a Windswept, qui est super chiant. Il avait Dark Ages, qui était un groupe un peu dark ambiant, Dungeon Synth, vraiment très bon. Il a Precambrian, qui est un groupe de death qui déglingue. Il a évidemment Drutk. Et en fait, Drutk, qui se prononce Droudre, en fait, paraît-il, malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt de son boulot. Parce que Droudre, c'est des albums tout le temps, même s'il s'est un peu calmé là en ce moment. Moi, Droudre, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Je suis ultra fan du premier, qui est Trade Forest dans l'esprit. Le reste, moins. Ouais, vraiment moins. Il y a des choses qui me parlent, mais je sais pas, je rentre pas dedans. Et surtout, il y a une baisse de qualité chez Droudre depuis peut-être 10 ans, qui est vraiment marquée, parce que j'ai quand même écouté les albums. Et bah non quoi, et vraiment ça me parle pas. Et putain, derrière, le mec a fait Eight Forest, et ça tout le monde l'oublie, j'ai l'impression. Même les Blackeux l'oublient un peu, au profit de Droudre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Droudre est devenu un groupe assez trendy. C'est un peu un groupe d'instagrammeuses black metal, Droudre. Je sais pas pourquoi, je piche pas tellement pourquoi c'est devenu comme ça, alors que Saenko est un mec politiquement assez peu recommandable, hein, ça tout le monde le sait. Mais de là à oublier ce qu'il a fait pour Eight Forest... Je pige pas. Eight Forest, pour rappel, c'est des démos, c'est 4 albums, le plus important étant évidemment Purity, monument de black metal Purity, si vous le connaissez pas, si vous avez vu passer le nom Eight Forest sans écouter, mais jetez-vous sur Purity, c'est un monument, vraiment, Purity est un monument. Ensuite Battlefields, qui est presque Funeral Doom avec la voix de Saenko qui est nickel, énorme aussi, et ensuite Sorrow, qui moi me parle beaucoup moins. Et après ça, le groupe a été mis en pause, et ils reviennent là d'un coup. Aucune annonce avec Hour of the Centaur. Parfait. Juste l'album est parfait de A à Z. 40 minutes, il n'y a pas un seul temps mort. C'est du Eight Forest comme ça a été fait à l'époque. La voix Saenko n'a pas bougé d'un iota. Toutes les pistes vont à 2000 à l'heure. Le côté très monolithique de Eight Forest avec des riffs basés sur presque un ou deux accords mais déclinés avec des notes qui se glissent, on sait pas trop comment. Des espèces de... Il y a un côté glaciaire dans les riffs, vraiment des mélodies congelées. Il y a cette espèce de... Il y a cette intro au début de ce nouvel album qui s'appelle Occidental, Beware the Steps. Oui, en fait oui. Toi, le petit mec de l'Occident qui écoute du black metal, fais gaffe. Parce qu'en fait, en Ukraine, il y a un mec qui fait du black metal mieux que tout le monde, qui est là depuis 20 ans maintenant, et qui met fessée sur fessée dès qu'il sort un truc. Avec Eight Forest, je précise, avec le reste un peu moins. Mais ouais, là, il y a de quoi faire gaffe. Là, c'est vraiment du black metal au sens noble du terme. Et moi cet album je l'ai écouté en boucle. Il y a un petit peu le côté Bourzoum, il y a un petit peu de Bourzoum là-dedans mais en plus furieux. Et surtout il y a cette piste au milieu, Anxiously They Sleep in Tumuli, 9 minutes. Ça commence par 3 minutes et demie de riffs qui vont à toute berzingue. Et un moment, coupure, riff mid-tempo ultra répété, splendide. Mais splendide. Ça c'est un riff black metal comme on en entend une fois tous les 10 ans les gars. C'est à tomber, c'est les larmes aux yeux et on reste droit, c'est on serre les dents. Et on chiale, mais sans que ça se voit. C'est du chialage intérieur. On se remplit la lymphe. C'est... Bon là, je vais arrêter d'en parler parce que je vais durer une plombe, mais ce Eight Forest, les gars, il m'a marqué comme rarement un album m'a marqué depuis 3 ou 4 ans déjà. Chef-d'œuvre, hein. Juste chef-d'œuvre, Saenko toujours le patron, un des grands patrons du black metal et qu'on oublie bizarrement parce qu'il est très discret derrière, hein. Mais achetez-le, écoutez-le en boucle parce que c'est magnifique.
Et dernière pièce de ces volumes, on va parler d'un bouquin. Je pense que j'essaierai dans les volumes de vous parler à chaque fois de 2 albums de musique et ensuite d'une pièce d'art ou de littérature autre. Et là, on va parler de L'homme qui savait la langue des serpents, de Andrus Kivirak, je ne sais pas comment ça se dit parce que le mec est estonien. Alors, je suis désolé, pardon, je ne maîtrise pas l'estonien, je suis allé en Lettonie, très beau pays. Je connais 3 mots de letton, mais je connais pas l'estonien du tout, je suis désolé. Mais là, il faut qu'on parle, parce que L'homme qui savait la langue des serpents, là, je suis tombé sur un livre comme j'en avais jamais lu. C'est un livre assez épais, on est quand même sur du 500 pages, 450-500 pages, qui raconte, c'est une espèce de fable cruelle, qui a un ton un petit peu, qui me fait souvent penser un peu à Voltaire. Il y a un côté un petit peu candide, un peu fable philosophique, mythe du bon sauvage. C'est l'histoire d'un homme du temps de l'Estonie primordiale, à l'époque des grandes forêts, des païens baltes qui vivent dans la forêt, vraiment qui ont leurs croyances, qui ont leurs mythes, qui ont leur manière de vivre très en lien avec la nature, qui voient arriver dans la clairière en fait les hommes nouveaux, les hommes chrétiens en fait, la civilisation chrétienne qui arrive sous influence allemande et qui remplace ce peuple estonien primitif. Et c'est toute l'histoire de ce rapport vécu à la première personne du coup, enfin à la première personne non parce que c'est écrit à la troisième, mais vécu à travers l'histoire de la vie de ce personnage principal, entre le peuple de la forêt qui disparaît petit à petit parce que ou alors on meurt ou alors on rejoint la clairière, et le peuple chrétien qui grandit. Et on suit pendant les quelques années de vie de ce jeune homme, dont j'ai déjà oublié le nom parce qu'il a un nom pas possible, cette espèce de mort à petit feu de la forêt, du peuple de la forêt, qui garde un seul atout par rapport à la chrétienté et au monde occidental, qui se crée en fait, c'est celui de la langue des serpents. Les hommes de la forêt connaissent la langue des serpents, communiquent avec les serpents qui est l'autre espèce intelligente de la forêt, et aussi avec les ours qui sont des gros lubriques, et qui peuvent de cette manière se faire obéir des animaux. Donc c'est métaphoriquement, c'est l'ascendant de l'homme sur la nature, le lien entre l'homme et la nature que nous avons perdu en nous civilisant. C'est très beau, assez drôle, même très drôle parfois. Ça fait beaucoup rêver, il y a un vrai côté aventure, et parfois c'est extrêmement cruel parce qu'il y a des passages qui sont réels, gore en fait, vraiment gore, très très brut, très âpre, de cette confrontation entre ces deux mondes. Et je sais pas, ce bouquin m'a fait un effet très spécial, parce qu'il n'est pas du tout idéaliste, il n'est pas le petit monde de la forêt était bien mieux que le monde occidental qui s'est créé. C'est pas non plus la civilisation a été apportée aux sauvages et tout va pour le mieux, parce qu'il y a une grosse dénonciation des religions monothéistes, de la chrétienté en particulier, et du monde sédentarisé, du monde des villes, des cités, de l'obscurantisme religieux qui parvient à éclipser toute raison, alors qu'on met en contrebalance par exemple le prosélytisme, non pas du tout, le pragmatisme et le côté raisonnable des hommes de la forêt. Surprenant, vraiment un bouquin surprenant. On ne s'attend pas à lire ça. On n'écrit plus des choses comme ça à notre époque. C'est un bouquin qui n'est ni moderne ni ancien dans le style. C'est imprégné, comme la maison d'édition le dit, de réalisme magique. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, du magique, fait en fait partie du livre de manière très naturelle. C'est pas « Oh mon Dieu, on parle la langue des serpents », c'est non, ça a toujours été comme ça. On parle la langue des serpents et les chrétiens ne la parlent plus. C'est beaucoup plus simple qu'une espèce de mise en scène de la magie un peu à la Harry Potter où c'est « Oh regardez la magie, c'est fou, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable ». Non, c'est beaucoup plus tamisé, c'est plus presque terne, presque monotone. Et franchement un livre assez unique et assez inattendu. Pourtant c'est un bouquin qui n'est pas récent, il est sorti il y a plus de 10 ans, mais il a son petit succès en France depuis quelques temps, parce qu'il a été sorti par une super maison d'édition, les éditions du Tripode, qui font des bouquins dans des formats assez spéciaux que vous allez peut-être reconnaître. C'était une maison que je connaissais moi de réputation sans avoir jamais rien lu d'eux, et j'ai commencé à me pencher un peu sur leurs autres publications depuis. Allez voir ce livre, allez voir ce que c'est, vous le trouverez partout, à la Fnac, chez Gibert, n'importe où. L'homme qui savait la langue des serpents. Attendez-vous à être surpris,
laissez-vous un petit peu avoir par le bouquin, parce qu'il y a souvent des choses... le bouquin joue un peu avec vous parfois. Et ouais, vraiment un livre à posséder, un livre à acheter, un livre à lire, et je pense qu'il gagne à être relu quelques années après alors qu'on l'a un peu oublié. On peut avoir une première lecture un petit peu de l'ordre du divertissement, même si en fin de livre, le divertissement s'éclipse un petit peu en faveur de quelque chose de plus réfléchi. Je pense que la seconde lecture prend directement une dimension un peu plus métaphorique, tout de suite. Donc vraiment un bouquin que je recommande très chaudement. Voilà, pas plus à dire dessus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais un très très bon livre, qui aura le mérite, je le redis, de vous surprendre. Bon, c'est parti pour un gros dossier. La scène black metal de Trondheim, le Nidrosian black metal. Bon alors tout de suite, pourquoi Nidrosian ? Parce que l'ancien nom de Trondheim c'était Nidaros. Et donc Nidrosian parce qu'évidemment, black metal, passéisme, on aime parler de ce qui s'est passé avant parce que ce qui se passe maintenant nous intéresse beaucoup moins. Le Nidrosian black metal, quelques petits points d'appui pour rentrer dedans. C'est une scène qui s'est fondée, qui s'est fédérée plutôt autour du label Terrature Possession, qui est le meilleur label de black metal actuel, à peu près, avec... bon non, le meilleur, non, tout de suite, qu'est-ce que je dis, j'exagère. Avec Debemur Morty et Noefdia, hein, bon, on va dire que c'est le troisième meilleur, peut-être, bon, dans le top 3, allez, dans le top 3. On va bien caser un Norvégien entre deux Français, quand même. Terrature Possession, donc, qui sort que des tueries. Début des années 2000, c'est là que ça commence un petit peu à se former. Le point de départ de cette scène, c'est un meurtre. Alors voilà, tout de suite black metal, Norvège, il y a des meurtres. Il faut qu'il y ait un mec qui meurt, et après on commence à construire un mythe. Non, c'est pas tout à fait vrai. Début année 2000, il y a un groupe qui s'appelle Celestial Bloodshed, que vous connaissez sûrement parce qu'il est raisonnablement culte. C'est un peu un groupe de second plan du black metal norvégien, mais sacrément important quand même. Il y a quand même un album culte, le premier, le second est un peu plus chiant, mais le premier album, il faut l'écouter, il est vraiment vraiment très bon. Et au chant, dans cet album, dans ce groupe, il y avait Steingrim Thorson Brissa, je sais pas comment ça se prononce, Brissard peut-être, qui s'est pris une balle. Le pauvre gars s'est mangé une balle de flingue, perdue. Balle perdue, pan, A plus Steingrim. Il était jeune, il avait 26 piges, je crois. Il avait à peine dépassé les 25 ans, je crois. Donc triste, hein, dommage, Steingrim, rip Steingrim. Et comme souvent, il faut un drame pour fédérer les gens. À partir de là, ses anciens potes ont été très marqués et ont décidé non pas de tout arrêter parce qu'ils étaient traumatisés, mais de lui rendre hommage à travers une scène spécifique, vraiment spécifique, et en cultivant l'héritage de Steingrim. Ça revient beaucoup dans les quelques interviews qui ont fuité de cette scène, parce que c'est une scène très secrète. L'héritage de ce mec-là, la mort de ce mec-là a vraiment été le coup d'envoi. C'est à lui, par exemple, qu'on doit le sigil, donc le sigle, le symbole de cette scène, que vous retrouverez sur beaucoup de productions des groupes affiliés à cette scène. Et c'était aussi Steingrim était aussi impliqué dans Chaos Ritual, qui est un groupe important de cette scène, dont on va reparler un peu après. Cette scène est fédérée autour de 3 figures de proue majeures. En tout cas, moi j'ai identifié 3 figures de proue majeures qui jouent dans environ tous les groupes. Il n'y a pas un seul groupe de cette scène qui n'inclut pas au moins un de ces 3 membres, et il y a même pas mal de groupes qui incluent en fait ces 3 gars-là. Donc évidemment, c'est une scène très consanguine, très incestueuse, hein, on a l'habitude. La première personne, c'est Luctus, qui a aussi un pied en Finlande. Luctus, il joue un peu partout, il joue dans Mare, il joue dans Wordham Rife, il a joué dans One Tail One Head, il joue dans Darvaza également, il est un peu partout, il a aussi un pied en Islande, un petit peu, un type assez hyperactif, et qui, alors pour la petite histoire, il est marié à Toxic Vision. Je pense que vous savez à peu près tous qui est Toxic Vision, sinon vous irez vous renseigner. Seconde personne, Nosforos, guitariste chez Mare, chez Ritual Death et chez Dark Sonority, qui a l'air d'être un petit peu une espèce d'éminence grise de cette scène. Un mec un peu discret, un peu dans l'ombre, mais qui a une importance primordiale, il a composé beaucoup, et surtout la figure de proue de cette scène,
l'homme de représentation, on va dire, toute proportion gardée, parce que c'est une scène qui reste vraiment, vraiment, vraiment secrète. Donc je dis homme de présentation, enfin c'est l'émissaire de cette scène, parce que c'est celui qui a fait le plus d'interviews, mais c'est à peu près la seule raison, parce qu'il se met pas du tout en avant. C'est Azazil, qui s'est aussi fait appeler Kvdrim dans certains groupes. Azazil donc, c'est un peu le chatrogue de Nidaros. Si vous connaissez un peu la scène finlandaise, ça veut dire qu'il est à peu près partout et que je pense que c'est un petit peu lui qui est à l'origine du son de Nidaros. Qu'est-ce qu'on écoute à Trondheim ? Je vais vous faire un petit name dropping des groupes les plus importants. Chaos Ritual, qui est un des plus anciens, qui est mort et qui s'est ressuscité sous la forme de Dark Sonority. On a Darvaza, qui est, bon alors, on triche un peu parce que c'est vraiment un groupe de Nidrosian black metal au sens stylistique, mais le batteur, et même en fait l'instrumentiste, est italien. On a One Tail, One Head, qui n'existe plus. On a Black Majesty, et on a évidemment la figure de proue, dont je vous ai déjà parlé, Mare, dont on va beaucoup reparler pendant cet épisode. On a aussi des groupes un petit peu périphériques. On a Ritual Death, qui est 100% de Trondheim, mais qui est Black Death. C'est du Black Death à la sauce Nidrosian. On a V-Mod, qui est une groupe presque de Black Atmo, un peu à la Ulver, un peu plus esthétisant, peut-être un peu plus moderne, un peu plus, comment on va dire ça, sophistiqué, du Black un peu... Allez, on va dire un petit peu Black 3ème vague, il y a un côté un peu comme ça, mais il y a vraiment le son de Trondheim. Il y a Azazil dedans, et ça parle un peu plus de nature, ce qui est une thématique qui n'est pas trop nidrosienne dans l'esprit, donc je l'ai mis dans des groupes un petit peu en marge. Et enfin, on peut citer Wardom Rife, qui est un groupe qui n'a pour le coup pas du tout le son de Trondheim, mais qui vient de là-bas, qui est entre Oslo et Trondheim, si j'ai bien compris, et dans lequel la moitié des mecs de la scène de Trondheim jouent en live. Et qui est un des petits favoris de la scène black metal... Excusez-moi, j'ai reçu un texto, j'aurais dû couper ce portable, qui est un peu un des favoris de la scène black metal classique, du Northcore qu'on dit, comme on dit, classique actuel. C'est un groupe assez qui a du succès en ce moment, n'est-ce pas ? Voilà, écoutez, petit name dropping, vous savez un petit peu mieux de quoi est constituée cette scène. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par une interview de Azazil, qui est sortie dans un livre, et uniquement dans un livre que vous ne possédez pas. Là, je vous l'annonce, vous n'avez pas ce bouquin, parce que je l'ai moi, et qu'on est quelques centaines à l'avoir dans le monde, puisque c'est un livre d'interview et d'exposition de la ressortie des 25 ans de The Mysteries of Satanas, sorti en 5 vinyles, chez Cult Never Dies, avec un vinyle original de l'album, remasterisé par Python, et 4 vinyles de démos, de rehearsal, de choses comme ça, assortis d'un gros livre, très beau livre, d'interviews et de présentations graphiques de personnes affiliées à l'histoire de cet album de Mayhem, dont Azazil. Et l'interview est sortie nulle part ailleurs, donc c'est vraiment quelque chose d'exclusif, et je m'en vais m'appuyer sur cette interview pour vous parler un petit peu plus en profondeur de cette scène. Azazil explique que quand The Mysteries of Satanas est sorti, pour lui et ses potes de Trondheim, ça a été un objet de culte. Mais vraiment un objet de culte, ça a été une fascination. Plus que n'importe quel album de black metal norvégien de l'époque. Ils étaient à l'époque un petit peu plus jeunes que les mecs de Bergen et d'Oslo.
Ils n'avaient pas encore forcément commencé à faire de la musique, ils étaient simplement une bande de jeunes fans passionnés. L'album a vraiment... Il utilise cette expression dans le bouquin, il dit que l'album a grandi en eux. Ça, je trouve ça assez intéressant, et il précise aussi qu'ils n'ont aucun intérêt pour le reste de Mayhem. Donc ça veut dire qu'à partir de Wolfslayer Abyss, et puis ensuite Grand Declaration of War, tout le reste, ça dégonfle. En fait, là, ils s'en foutent. Pour eux, c'est juste de Mysteries of Satanas. A noter que la seule personne un peu importante de la scène black d'origine, qui venait de Trondheim, c'était Sorns. Ce cher Snorre Ruche alias Sorns, avec son groupe Sorns, qui était présent, qui faisait tourner le moteur quand Euronymous a été assassiné, qui avait son groupe, relativement important aussi. On dit souvent, on a pu lire souvent que Sorns avait fait partie des mecs qui ont défini le riffing black metal norvégien avec Euronymous, un peu au même titre. Et lui aussi venait de Trondheim. Thorns d'ailleurs est interrogé dans ce bouquin dont je vous parle, et on va ressortir un petit peu ce que dit ce monsieur un peu après. J'en reviens au mec de la scène hydrosienne. À ce que j'ai compris en lisant, en fait c'est dit de manière assez explicite, mais en creusant un peu ça m'a été confirmé, il y avait très peu de liens entre la scène d'Oslo, enfin la scène classique black metal norvégienne, et la scène de Trondheim. Au début parce que simplement les liens ne se faisaient pas, mais ensuite de manière volontaire. Ils ont voulu couper les ponts avec eux. Ou plutôt en fait non, ne pas créer de pont avec eux. Une espèce de non-fréquentation volontaire. Parce que le mythe black metal early 90, qu'on connaît tous, on va pas se mentir, il a vite été un peu foutu par terre. Il a très vite perdu de sa superbe, au moment de tous les dramas, Varg, Euronymous, Dead, vous connaissez un peu les histoires, au moment de la ressortie de DMDS, justement en 94, et puis ensuite, tous les groupes sont partis faire autre chose. Ça c'est un truc qu'il faut quand même noter dans cette scène, c'est que après l'explosion en 94, tous les groupes se sont mis à faire une autre musique. Darkthrone a commencé à faire du doom, puis après ils ont fait complètement des choses beaucoup plus perchées, punkisantes. Satyr Icon a mis un peu, et celui qui a peut-être persisté le plus longtemps, en faisant en 96 Nemesis Divina, après vous connaissez la suite. Mayhem s'est mis à faire complètement autre chose aussi. Immortal est resté plus ou moins fidèle, mais ça a toujours été un groupe un peu en marge. Ulver c'était fini avec le black metal. Burzum, Burzum. Emperor s'est mis à faire des choses beaucoup plus compliquées aussi, et un peu différentes. Fini en fait. À partir de 94, la grande époque black metal norvégienne, un peu terminée. Il y avait évidemment des continuateurs, je pense à Toki. Mais dans l'ensemble, c'était plus pareil. Alors que de leur côté, les types de Trondheim étaient un peu coupés de ça. Ils vivaient le black metal un peu avec un temps de retard, je pense. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et surtout, ils avaient un lien particulier avec De Mysteris. Pourquoi ? Déjà pour une raison toute simple, c'est que sur la couverture de De Mysteris, on voit la cathédrale de Trondheim. Donc rien que ça déjà, ça crée un lien. J'imagine que ça a dû créer un lien très fort. Les gars sont dans leur coin, black metal, ah mon dieu, ça émerge. Death Crush, les démos de Darkthrone, d'Emperor, et paf, l'album culte du black metal qui les renverse tous. Dessus, il y a une église qui n'est non pas à Oslo ou à Bergen, mais chez eux. Ça, j'imagine que ça a marqué, sachant que Azazil précise dans l'interview que Trondheim, enfin Nidaros du coup, a toujours été une ville baignée dans la spiritualité et a souvent même toujours en fait selon lui, été considérée comme étant la capitale spirituelle et religieuse de la Norvège. C'est pas anodin, c'est pas tout à fait anodin. Et on retrouvera d'ailleurs énormément, j'en parlerai un peu après, dans le black metal de Nidaros, un riffing très proche de DMDS, mais surtout très religieusisant, et des chants qui rapprochent aussi beaucoup du chant grégorien, ça aussi on va en reparler. Il y a une esthétique entière, en fait il y a même pas plus qu'une esthétique, une espèce de d'éthos fondamentalement religieux dans le black metal de Nidaros, mais ça on en reparlera un petit peu après. Ma théorie à moi, c'est qu'au moment où DMDS est sorti, De Mysteris est sorti, et que la scène norvégienne a commencé un petit peu à s'éparpiller, à faire d'autres choses, pendant grosso modo 7-8 ans, à s'éloigner de ce qu'elle avait été, de ce qu'elle avait conçu, la scène de Nidaros a voulu rester dans la lignée qu'avait définie DMDS. Ce n'est pas dit explicitement texto par Azazil, mais c'est vraiment ce que je comprends de ce qu'il dit. Ils n'ont pas voulu partir dans les expérimentations, on fait un black metal différent, on teste des trucs, on y met du rock'n'roll ou du trip-hop, non. Eux, ils sont restés dans l'esthétique de Mysteris, c'est ça qu'ils voulaient faire.
ce qui me permet d'ailleurs en fait de souligner un petit peu le rapprochement avec la scène finlandaise, qui a émergé un petit peu après la scène norvégienne, dans laquelle pas mal de gens de la scène de Nidaros ont un pied, comme je l'ai évoqué, en particulier Luktus, et qui, elle, pour le coup, la scène finlandaise n'a jamais tellement dévié. Passé les 2 premiers groupes pionniers que sont Argot et Beherit, les 3 grands groupes qui ont défini le riffing et la scène finlandaise telle qu'on l'entend, à savoir Horna, BXN et Sargeist, avec un petit peu en marge aussi les trucs à la Satanic Warmaster, Baptism, tout ça, qui sont arrivés un tout petit peu après. Tout cela sont restés vraiment dans le credo black metal d'origine, satanisme à fond, le froid, le blasphème, les vieux mythes, ils n'ont pas dévié du tout, il n'y a pas eu de choses aussi expérimentales, aussi barrées. La scène finlandaise n'a pas connu cet éclatement qu'a connu la scène norvégienne. Et je pense que Nidaros, du coup, s'est senti un petit peu... Peut-être qu'il y a eu une espèce de convergence des luttes, une espèce d'idéologie commune qui a été trouvée. Ce n'est qu'une théorie, mais à mon avis, voilà, ça a quand même dû jouer un petit peu et ça expliquerait ces rapprochements. J'ai presque envie de dire que la scène de Trondheim a gardé un côté orthodoxe. Et là on va jouer un peu sur le double sens, parce que vous savez peut-être que le black metal orthodoxe a 2 significations. Ça peut à la fois vouloir dire le black metal qui reste proche des origines, qui reste proche de ce qu'il a été, donc en fait le sens orthodoxe au sens de je reste dans la doxa, dans le dogme, mais on peut aussi parler de black orthodoxe pour le black un peu à la française, chaotique, un petit peu brinque-ballant, un petit peu je te surprends, je te prends par derrière, tu comprends pas trop ce qui se passe, je te mets des morceaux un peu madcore, post-hardcore peut-être à l'intérieur, des rythmiques bizarres, des mélodies extrêmement étranges aussi, des thématiques très sataniques. Ça c'est important à noter, c'est que ce qu'on appelle le black orthodoxe de ce point de vue-là, donc la scène française à la Glorior Belli, à la Anteus, puis après Aosot, beaucoup Aosot, Despel Omega, Temple of Baal, tous ces machins-là, c'est vraiment un truc franco-français à la base. On a vraiment appelé ça le French black metal à une époque. Autre caractéristique du black metal orthodoxe tel que je vous le décris là maintenant, donc pas celui qui se veut proche des origines, mais celui qui se veut un petit peu, surprenant, malsain, grégorien et un peu déstructuré, c'est qu'il est né début année 2000 avec le coup de départ qui était le Si Monumentum de Despel Omega, et qui était aussi une volonté idéologique de revenir à du satanisme. Quand les groupes commençaient un petit peu à s'en écarter, quand les groupes norvégiens commençaient un peu à s'en écarter, ou à parler d'autres choses, que ça soit des choses un petit peu plus, je sais pas, je pense à par exemple le Grand Declaration of War de Bayhem qui est plus sur des thématiques, on parle aussi de Satan mais on est plus sur un côté un peu guerre froide, post-nucléaire, post-moderne, bon, les autres groupes j'en parle même pas, mais il y a une volonté de revenir à une espèce de culte du diable un peu orthodoxe, un petit peu tel qu'il était vénéré en tant que bête à cornes, et pas simplement comme une espèce de métaphore ou de figure un petit peu allégorique, mais comme une vraie divinité, tel que c'était le cas en apparence dans la scène norvégienne d'origine, mais avec peut-être plus de profondeur en fait, parce que on va pas se mentir, aussi satanique que soit le black metal norvégien, il est jamais allé aussi loin en ce sens-là qu'un groupe comme Despel Omega, jamais, ou comme d'autres groupes du genre qui sont apparus ensuite, surtout en France. Et il se trouve que la scène de Trondheim, pour le coup, a toujours eu un pied, même pas un pied, les 2 pieds et le corps entier, profondément dans le culte du démon. Et est toujours resté là-dedans, il n'y a pas eu d'écartement. Donc je dis orthodoxe pour Nidaros, déjà parce qu'ils ont voulu garder le black metal d'origine, mais aussi parce que je pense qu'on peut faire des liens avec la scène orthodoxe française. Si on veut parler un petit peu en termes de son, la scène de Trondheim se distingue pas forcément des canons de DMDS. On est vraiment sur du riffing tremolo picking, blast beat, séquence avec des accords dissonants, des hurlements, enfin on est sur du classique, sur le pied on est sur du très très classique. Mais, on peut noter quelque chose d'un petit peu différent peut-être du black metal norvégien de Bergen, même si c'était aussi présent, mais il y a eu une utilisation du dark ambient, coucou l'épisode précédent, assez particulière et assez marquée, du dark ambient ritualiste, pas forcément le dark ambient un peu médiévalisant, un peu évocateur d'une époque, mais vraiment du dark ambient un petit peu ritualiste, un petit peu aconceptuel,
avec des bruitages, des choses un peu du chant un peu grégorien, alors très religieux, dans l'esprit très religieux, mais il y a vraiment quelque chose d'assez marqué à ce niveau-là. Et ça colle forcément très bien, puisque tout le black metal de Nidaros est baigné dans la spiritualité. C'est du black metal ritualiste, pur et dur. Pas du tout ambiance, je sais pas, Cult of Fire ou ritualiste à la Kérontas, même si on pourrait très bien faire des liens aussi, mais ritualiste dans le sens où c'est entièrement religieux. On ne parle pas de nature, on ne parle pas de folklore, on ne parle pas d'époque médiévale ou de bataille, on ne parle pas vraiment de haine, on parle vraiment d'une espèce d'anti-théologie ou de théologie satanique, on parle de dévotion au malin, un peu école finlandaise pour le coup. Les paroles sont à rapprocher un petit peu de ce qu'on a dans la scène finlandaise. Mais, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de... J'ai presque envie de dire, et là je m'énerve en disant ça, de plus mature. Il y a quelque chose de plus maîtrisé en fait. À mon avis, c'est pour ça que cette scène est importante, parce que bon, après 25 ans de black metal, les clichés Satan et tout, bon, on pourrait se dire qu'on en a un peu soupé. Ce qui arrive un petit peu à les faire vibrer à l'heure actuelle, ces clichés-là, c'est quand on les joue à une sauce un petit peu école Noefdia ou des Bemur Morty, de manière un peu avant-gardiste, un peu surprenante. On n'est plus tellement touché par le satanisme dans un album de black metal norvégien classique, en fait. Pouvez-vous me citer un album de black norvégien ou autre, de Northcore en fait, on va dire, qui vous a vraiment donné envie d'adorer le diable? Bah c'est rare, si ce n'est inexistant à l'heure actuelle. Alors que, à Nidaros, c'est peut-être une des seules scènes où on le fait encore. Si ce n'est la seule en fait. Alors à côté de la scène finlandaise qui est un cas à part et dont on va vraiment parler un jour ou l'autre, mais contrairement à la scène finlandaise, il n'y a pas de furie. Il y a d'ailleurs la scène de Trondheim est assez peu portée sur la colère, la haine et les blast beats à toute berzingue. Il n'y a pas tellement ce côté on veut tout casser. Pas du tout. Il y a évidemment des passages très énergiques, mais c'est jamais destructeur. C'est intense, c'est vigoureux, mais il n'y a pas cette espèce de sous-touche punk qu'on a en Finlande, ou qu'on a par exemple sur des morceaux comme Pagan Fears ou des choses comme ça dans The Mysteries. Il n'y a vraiment pas le côté... c'est pas violent en fait. C'est pas du black metal violent. Ça sonne surprenant, je sais, mais c'est pas violent. C'est habité. Tout est habité. C'est d'un classique presque consommé sur le papier, mais c'est habité. Si vous écoutez les démos de Mare, le riffing est on ne peut plus classique, limite déjà entendu parfois. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'assez indescriptible, de véritablement hanté dans cette musique. Il y a vraiment quelque chose qui bat à l'intérieur, ça s'entend. Certes, c'est une certitude toute personnelle, c'est mes ressentis à moi, mais tout de même, vraiment tout de même, écoutez Mare, écoutez Chaos Ritual, écoutez les espèces de montées d'accords lentes, dégénératrices, délétères qu'il y a dans Chaos Ritual, écoutez l'ambiance particulièrement morbide, mortifère, de culte de mort qu'il y a dans Darvaza. Il y a quelque chose qui prend aux tripes. Et pas que aux tripes en fait, qui jaillit plus haut. J'avais expliqué un petit peu dans l'épisode précédent, et ça a toujours été un petit peu ma pensée par rapport à la scène black metal norvégienne des années 90, début 90, que pour moi, ces gars-là, les Dead, les Varg, tous ces mecs-là, étaient avant tout des jeunes mecs cramés et possédés, enfin, justement pas possédés, mais épris de morbide, tombés dans une espèce de folie lugubre, de folie de culte du mal en fait, assez superficiel en apparence en fait, parce qu'il y a vraiment le phénomène un peu bande de jeunes, il faut dire ce qui est. Mais pour moi, ce qui est arrivé à ces gars-là a été utilisé en fait. Ces types-là, inconsciemment, œuvraient pour quelque chose qui était derrière eux, dont ils n'avaient peut-être pas conscience. Je pense qu'ils ont été portés par quelque chose, une vraie présence malsaine, parce que je l'ai pas caché depuis le début, depuis la première édition, mais je suis quelqu'un de fondamentalement spirituel qui croit fondamentalement et profondément à la métaphysique en fait, aux choses de l'esprit comme on dit. Je pense que la scène norvégienne a été instrumentalisée par quelque chose qui était derrière. Alors allez pas imaginer non plus que j'imagine un diable à la Eddie qui tire les ficelles comme ça, non, je pense que c'est plus subtil que ça, mais je pense que ces mecs ont
on fait l'œuvre du malin, sans s'en rendre compte. Alors eux-mêmes gueulaient, on est les serviteurs de Satan, mais à côté, est-ce qu'ils le pensaient vraiment, j'en sais rien. Et ils le gueulaient de façon un peu trop forte pour qu'on soupçonne pas un petit peu la post-crise d'adolescence. Mais au fond, je pense que si. Je pense qu'ils ont accouché de choses qui les dépassent tellement que ça en est révélateur de quelque chose qui œuvrait derrière, qui travaillait derrière à travers eux. Et c'est là que se crée une différence fondamentale avec ce qu'il s'est passé à Trondheim. Quand ces mecs-là ont reçu de Mysteris, je pense qu'ils ont perçu qu'il y avait derrière, les mecs un peu déglingués et un peu foireux qui jouaient cette musique-là, quelque chose d'autre. Et eux, je pense qu'ils l'ont intériorisé, conscientisé, et qu'ils l'appliquent, et qu'ils l'appellent peut-être, et qu'ils le portent en eux de manière beaucoup plus consciente. Quand on y réfléchit bien, la scène de Trondheim étant ce qu'elle est, très secrète, pas du tout dans l'expansion, on y trouve quelque chose de plus adulte, de plus mûri. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, de plus mature. Ces types-là n'ont pas eu besoin de cramer des églises ou d'assassiner des gens pour faire parler d'eux et pour porter quelque chose. Au contraire, c'est le secret qui les a rendus réellement forts. Je pense par exemple à Azazel, ce type-là s'exprime très peu. Il n'a besoin que de sa musique pour qu'un mec comme moi qui est un peu réceptif à tout ce qui est spiritualité, croyance, métaphysique, ressent immédiatement, alors que le riffing encore une fois est excellent mais n'est pas spécialement tordu ou... Enfin c'est pas Dispel Omega quoi, c'est pas un riffing aussi frappant que Dispel Omega, ressentent qu'il y a un truc derrière. Trondheim réussit à perpétuer le miracle qui s'est passé dans De Mysteris, mais de manière conscientisée et volontaire. Vous savez, dans la chrétienté, il y a des miracles qui se produisent une fois un peu par accident, qui marquent beaucoup, et après, ah c'est plus là, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais il y a aussi des miracles, vous allez par exemple dans certains sanctuaires, qui se reproduisent quotidiennement, encore maintenant. Et ben Nidaros, c'est un peu ça. C'est un peu un sanctuaire où un miracle, le miracle du black metal habité tel qu'il s'est produit il y a 25 ans, et tel qu'il a marqué une partie entière du monde, continue à se produire. Presque jour après jour. Alors bon, ils ont un rythme de parution qui est très faible, qui est très lent, mais ça continue à se perpétuer au fil des sorties. Je vous mets au défi de me trouver une seule sortie de cette scène-là qui ne soit pas au moins très bonne. Il n'y a pas de sortie mauvaise. Nidaros, la scène de Trondheim, le Nidrosian Black Metal n'a pas sorti un seul mauvais disque. Pas un seul. Et ça, quelle scène dans le monde peut se vanter d'un truc comme ça ? Enfin, il n'y en a pas, en fait. J'ai cherché un peu, en y pensant, mais il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et je vais faire un petit focus sur Ebony Tower. Je vous en avais parlé de cet album de Marée il y a quelques semaines. Ebony Tower est l'album le plus important de la décennie 2010 en termes de black metal. Maniac, l'ancien chanteur de Mayhem Maniac, le considère comme étant The One successeur de The Mysteris. Et c'est comme ça qu'il a été vraiment acclamé à sa sortie d'ailleurs cet album. Il a vraiment été perçu comme ça en 2018, comme étant enfin l'album qui peut prétendre être le successeur de The Mysteris. Et ben oui. En fait, juste oui, c'est absolument le cas. On y retrouve ce qu'il y a dans The Mysteris, beaucoup du point de vue du chant par exemple. On entend un peu le chant de Attila, mais de manière encore plus grégorienne, moins goule grinçante qui fait comme ça, mais plus un moine perverti. Mais pas perverti qui bondit partout et qui est possédé et qui crache, non. Une dévotion concentrée et recueilli envers le malin. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a des riffs, mais c'est typique black metal, mais ils sont à tomber par terre. Il y a beaucoup de min-tapi. Il y a un long passage ambiant dont je vous avais parlé à la fin. Vous écoutez Death Fountains of Darkness, mais alors les trémélos qu'il y a au début sont monstrueux. Vous écoutez le début de Nightbound avec cette espèce de mélodie dissonante. Les accords fantomatiques qu'il y a sur la première piste... Il n'y a pas une seule seconde de mauvais sur cet album, il n'y a pas un seul moment où la tension spirituelle diminue. En plus de ça, le son est parfait. La prod est parfaite. Le son de guitare, tout est la basse. La basse est folle. Et il y a cette patte vraiment nidrosiane sans furie. Il n'y a pas de colère. C'est une énergie toute concentrée, canalisée, intériorisée et jamais débordante. Il n'y a rien de vraiment agressif. Il y a vraiment
un côté, on a pris de Mysteris, on l'a foutu en fût de chêne pendant 25 ans, et on l'a laissé sortir. Il a pris du corps, il a pris de la charpente, il a pris de la structure. Il s'est calmé sur ses notes les plus agressives, il est devenu plus structuré, plus profond peut-être, plus boisé en fait. Ça se ressent à chaque instant, vraiment. La scène de Nidaros, pour moi, a redonné des lettres de noblesse au black metal tel qu'il était. Au black metal norvégien des origines. C'est simple, mais c'est intelligent. C'est traditionnel, mais pas réchauffé ou consommé. C'est mature, sans être froid et affadi. C'est sophistiqué, sans être avant-gardiste ou sans être touche zizi. Il y a quelque chose de brillant, de vraiment brillant, mais spontané. Avec une vraie volonté en studio, on sent que les mecs ont passé beaucoup de temps en studio, de parfaire l'œuvre. D'ailleurs, Azazel a beaucoup dit que les compositions de Ebony Tower, il les jouait en fait depuis 10 ans sur scène et entre eux, avant de les mettre sur album. Et qu'à l'origine, ils ne voulaient pas spécialement faire un album. Ils se sont pas dit, tiens, on va faire un album. Ils ont construit des pistes, des chansons pour elles-mêmes, sans avoir en tête une idée de, tiens, on va faire une sortie, tiens, on va signer, tiens, on va aller en studio. Non, on fait des pistes, on les éprouve au fil des ans sur scène, et entre nous, et ensuite, peut-être qu'on en fait un album. D'ailleurs, cette scène est notable parce qu'il y a très peu d'albums. Il y a beaucoup d'EP, il y a des démos, il y a des splits, il y a des compilations, mais il y a très peu d'albums. Très très peu. On pourrait se dire que les mecs sont des glandus, mais c'est tout l'inverse en fait, c'est que les gars veulent vraiment prendre leur temps. Je parlais de maturité, c'est vraiment ça. Ça prend son temps. Ça y va doucement, parce qu'on ne veut que des choses excellentes qui sortent de cette ville-là. Et ça marche. Et ça recrédibilise le black metal traditionnel. Vraiment, ça lui redonne une espèce de force qu'il avait, il faut le dire, un peu perdue au fil du temps. Et ça redonne aussi une sincérité et une authenticité au culte du diable dans le black metal. Et là, moi, je dis merci. Non pas que je sois un dévot satanique, hein, très loin de là, mais il faut pas déconner, le black metal, on l'écoute aussi pour ça. Enfin, le black metal, c'est basé sur ça. Et le black metal sans Satan, eh ben pardon, mais c'est plus vraiment le black metal. On peut aussi parler d'autres choses, hein, c'est pas le souci. Mais le black metal sans Satan derrière, bah non. Alors merci quoi. Merci Nidaros, merci de nous sortir des disques de folie. Tous excellents musicalement, et qui ont tous une âme. C'est quand même fou de se dire qu'il n'y a pas un seul disque, une seule piste qui est sortie de cette scène, qui donne pas l'impression d'être habité par une présence derrière, une présence vraiment mais néfaste quoi. Quelque chose de lumineux, qui a vraiment la voix de la main gauche quoi. Je pense au premier EP de Darvaza, Downward Descent, avec une piste finale qui s'appelle Tenebrae, qui est une piste de dark ambiant comme vous n'en avez jamais entendu. Elle est foudroyante cette piste, elle est vraiment... C'est une descente en enfer consentie, voulue. C'est une espèce de psychopompe musicale incroyable, mais vraiment écoutez ça. Enfin, c'est fou, c'est une scène que moi je vénère, dont je suis toutes les sorties, j'achète tout ce qui sort de cette scène. Et je vais vous faire d'ailleurs un petit listing, évidemment je vous fais un petit listing des sorties par lesquelles commencer. On va commencer par une des plus vieilles sorties de cette scène, Svotmorgendrod, de Chaos Ritual. Bon pardon évidemment je parle pas norvégien, ni estonien, vous l'avez vu. Donc le premier album en fait de Chaos Ritual, qui est, c'est un monument, un son dégueulasse mais audible, vieille crypte, un esprit presque un peu béérite parfois. En fait ça sonne tout con. C'est fou parce que ça sonne tout con, ça sonne comme du Black des Cavernes de base, mais c'est prenant à un point, mais c'est fou, c'est fou monsieur Cyr, c'est complètement dingue de faire un truc aussi inoffensif en apparence, mais qui possède tellement dans le fond. Donc le premier Chaos Ritual, à écouter absolument. Ensuite, Seven's King of Edom de Black Majesty. Alors Black Majesty c'est quoi ? C'est peut-être le groupe le plus secret de cette scène. C'est le projet solo de Azazel. Il fait tout dedans de A à Z. Bon, il se fait un peu aider par Loctus, mais il fait quasiment tout. Black, raw, dégueulasse, ritualiste. C'était moitié black, moitié dark ambiant. Avec des guitares enregistrées, avec un enregistreur, une piste, je pense. Enfin, c'est vraiment l'enfer niveau son. Mais pareil, il n'y a rien à faire. C'est une espèce de sorcellerie qui ne s'explique pas. Ça prend. Vous écoutez les premières notes de cette démo, Seven's King of Edom, ça fait non, comme ça sonne presque cliché en fait. Mais ça sonne cliché. Non, c'est pas que ça sonne presque, ça sonne cliché. Mais c'est fou. Il y a... Tout de suite, on y est. On est dans la crypte,
avec une nana à poil qui attend de se faire sacrifier. Non, là je vous sors des poncifs affreux. Oubliez ce que j'ai dit, oubliez la nana à poil, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est au contraire, on est plutôt loin de ce genre de cliché-là. On est vraiment sur un truc kabbalistique. Ouais, c'est assez kabbalistique. Grandiose, juste des mots grandioses. Puis évidemment, je vous en ai parlé, le tout Darvaza, mais Downward Descent en particulier, qui est un album, un EP de 33 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ligne droite comme ça. Même mieux, c'est ascendant. Il n'y a pas de moment où ça descend niveau intensité, en fait, niveau ferveur. Jamais. Et enfin, mais je vous foutrai jamais la paix avec ce groupe, mais Toumaré. Il faut écouter Toumaré. Récemment, Terrature Possession a ressorti une compilation des démos de Marée. Les démos de Marée, c'est juste dingue en fait. Ça fait partie des meilleures démos de black metal jamais sorties, et je pèse mes mots. Puis Ebony Tower, bon ça va, je vous en ai assez parlé. Merci Trondheim. On va finir comme ça. Merci Trondheim pour ce que vous faites. Le Nidrosian black metal, moi c'est un truc que j'ai découvert il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, et qui me scie. C'est sciant de sortir des trucs comme ça. C'est incroyable de sortir encore du black metal comme ça. Je vous le redis, c'est un miracle qui se perpétue au quotidien. Je n'aurais jamais imaginé, à l'époque où je découvrais Darkthrone et Mayhem, qu'en fait, quelques années après, j'allais tomber sur une autre scène, peut-être plus mûre, plus adulte, plus mature, qui allait continuer creuser cette tranchée en l'étoffant beaucoup plus, en y construisant des voûtes, là où les gars avaient avant simplement posé des bases un peu à l'arrache. Je n'aurais jamais imaginé un jour tomber sur des groupes qui suscitaient en moi les mêmes choses qu'avaient pu susciter Life Eternal ou Freezing Moon. Jamais je n'aurais cru ça en fait, jamais je l'aurais imaginé. En fait, j'ai été positivement ému quand j'ai découvert cette scène-là. C'est réellement une espèce de tour d'ébène. La scène de Nidaros a pris le black metal des années 90, et à partir de Mysteris, les portes ont été fermées. C'est une tour d'ébène qui se nourrit de ce qu'il y a à l'intérieur. Azazel le dit d'ailleurs, qui ne prend aucune influence autre, et on ne sait pas ce qui se passe dans cette tour, mais régulièrement, les gars laissent tomber par les fenêtres des miracles qu'on n'attendait plus de la part du black metal norvégien. Tout se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et ce qui en sort donne à croire qu'en fait, dans cette tour, il y a des espaces, des salles cachées ou des portails vers un ailleurs, qui ne sont pas contenus dans l'espace physique des murs. Je ne sais pas ce qui se passe entre les mecs du Coven, parce qu'ils se mettent sous cette étiquette-là, le Coven Nidrosian Black Metal, mais il se passe des choses qu'on n'imagine pas, à mon avis, et qu'il faut suivre. Il faut humblement suivre les manifestations de cette scène-là, qui n'ont pas fini de nous étonner, qui n'ont vraiment pas fini de nous sortir des trucs qu'on n'attendait plus de la part de la Norvège, en fait. Merci Nidaros. J'attends la suite à genoux sur mon prie-dieu avec impatience. Ressortez-nous des tueries, j'attends. Là, moi j'attends et je prie. Bon, on a bien causé là, on a bien causé. La structure de ce petit dossier là sur le Nidrosian Black Metal était de manière volontaire un peu moins structurée que ce que je vous ai fait sur le Dark Ambient. Quand je vous ai fait le Dark Ambient, j'avais sous les yeux un déroulé de ma réflexion qui était assez précis, avec des étapes assez marquées. Là, volontairement, j'ai voulu vous parler d'une scène que je connais bien, voire très bien, de manière un peu plus... Bon, pas chaotique, mais un peu plus au fil de l'eau, un peu comme ça me venait. Alors j'ai évidemment sous les yeux plusieurs pages d'éléments et de points que je voulais vous citer. Mais j'ai tâché un petit peu de faire sortir la cohérence interne, de vous parler un petit peu de ressenti, de faire affleurer le sens global du truc de manière un petit peu plus empirique, de manière peut-être un petit peu plus spontanée. On va parler plus de spontanéité, de parler un peu plus avec le cœur, de manière un peu moins écrite peut-être. Je pense aussi que c'est comme ça qu'on peut avoir des
des dossiers qui font un peu plus humain, peut-être. Sinon, je vous ai écrit une page Wikipédia, en fait. Là, le but, c'était de vous parler un petit peu d'un point de vue, mon appréciation personnelle et comment je perçois cette scène sans faire trop catalogue, sans faire trop récitation. Voilà, écoutez, on va passer au réquisitoire. On va passer au moment où je m'énerve. Un peu, parce que j'ai pas non plus... on s'énerve de manière calme, civilisée, avec des textes écrits, donc on s'énerve de manière relative. Et là, gros dossier. Attention messieurs, là on va partir sur un gros dossier. On va partir sur un truc, vraiment une grosse épine dans mon pied. On va parler de quelque chose qui me fatigue, mais profondément depuis des années. On va parler de la catharsis. Rapide rappel historique, la catharsis nous vient d'Aristote, encore lui, et plus précisément de son traité La Poétique. Il s'agit en premier lieu d'une purification, par laquelle la personne concernée reste passive, pendant que lui est présenté un spectacle mettant en scène ses propres passions, complexes, vices, de manière à l'en protéger lui-même. Au cours d'une pièce de théâtre, qui a souvent été considérée comme le meilleur médium pour rendre opérante la catharsis, on fera donc jouer au protagoniste l'expression des turpitudes humaines, en se focalisant souvent sur les occurrences les plus répandues au sein de notre espèce. Volonté de pouvoir, lubricité, avidité, orgueil, bigoterie, révolte futile, ces vices se voient tourner en ridicule dans le cas de la comédie, comme vous pouvez le voir par exemple chez Molière dans les Fourberies de Scapin, au cours desquelles Argante et Géronte sont battus et ridiculisés par Scapin, plus malin, qui parvient à retourner contre eux-mêmes leurs propres mauvaises inclinations. Le spectateur sort de la pièce avec une réflexion tout engagée et prête à consommer, sur la nécessité de se purger des travers hypertrophiés qui lui ont été joués et qu'il peut retrouver en lui-même. Il se purifie donc effectivement de ses vices après y avoir été confronté, de manière distanciée, à la troisième personne. Cependant, la catharsis porte également le sens d'expiation, ce qui, à mon sens, est davantage exprimé dans le cadre de la tragédie. Le spectateur qui assiste aux tribulations d'Antigone dans sa pièce éponyme, ou d'Agamemnon dans Iphigénie, voit se dérouler sous ses yeux des drames plus âpres, qui ne prêtent pas le moins du monde au rire libérateur, adressé consciemment ou non à son propre endroit, mais finalement également acteur de distance. Distance entre les personnages et le public, mais aussi distance que le spectateur à la fin de la pièce tâchera de créer entre lui-même et les composantes délétères de sa personne qu'il vient de contempler, personnifiée, incarnée et couverte de ridicule à la fin d'une comédie. Mais, à l'inverse de la comédie, dans le cas de la tragédie, l'émotion du spectateur passe nécessairement par la souffrance empathique ou le rejet profond, vécu sans recul. Il faut donc que les personnages soient crédibles, moins caricaturaux, moins grotesques, plus proches de la vie vécue. Et cela même alors qu'il s'agit souvent d'êtres semi-divins, comme pour asséner que les dieux eux-mêmes n'échappent pas aux vices qu'on leur connaît bien, coucou Zeus, et contraignant ainsi les spectateurs trop rusés, qui essaieraient de se placer hors de portée en brandissant en paravent la nature fondamentalement autre des protagonistes présentés. Le phénomène d'identification doit avoir lieu. Aucune fuite n'est possible. Quiconque a vu Antigone sait ce qu'il en coûte d'avoir voulu le pouvoir et de souffrir par la suite de son application, de ne point savoir aimer sans être fou d'amour, pour citer Kipling, ou de s'estimer au-dessus des lois primordiales qui s'élèvent hors d'atteinte des hommes. Quiconque a vu Iphigénie se voit crucifiée, en reconnaissant en lui-même des élans d'ambition et d'aveuglement déclinés en droite ligne des folies qui se manifestent chez le chef de guerre des Achéens aux bonnes jambières, dont la famille est condamnée à subir une malédiction ancestrale à cause de l'orgueil d'un père. Et quiconque a vu Phèdre se voit écarté, à jamais protégé, des passions interdites qui font souffrir l'âme autant que le palais. Aussi ne s'agit-il plus seulement de se purger, mais aussi et surtout d'expier. Expier avec horreur la manifestation du vice que l'on voit déjà opérer en soi-même. Il ne semble pas impertinent, à mon sens, de parler ici de contrition, notion toute chrétienne, mais parfaitement applicable à la catharsis des Grecs. Il faut souffrir et s'épouvanter de sa propre bassesse, qu'elle soit déjà largement libérée ou seulement en conception. J'en viens au métal. Il était temps, parce que le métal, lui, en est venu depuis longtemps à foutre de la catharsis à toutes les sauces. Je ne parle pas spécifiquement des titres d'albums ou autres, allez vous faire foutre machiner de passage, mais surtout des interviews. Partout, mais partout, ces crétins de métalleux parlent de catharsis, persuadés qu'ils sont que l'emploi d'un mot savant,
crédibilisera leur discours et approfondira leur image. Une recherche rapide sur Google avec les simples mots « Metal, Catharsis, Interview » fait immédiatement et sans aucun effort ressortir des groupes comme Autopsy, Yob, Paradise Lost, Dimmu Borgir, mais aussi des articles tirés des fameuses Metal Studies, cette insupportable discipline dérivée de la sociologie qui s'acharne à ramener toute chose à des données quantitatives, musique comprise, comme chaque science de cette époque est réduite à le faire dans tous les domaines. On évacue la valeur intrinsèque des choses et on décompose l'essence en particules bien étiquetées et délimitées. Ou comment atténuer et atrophier les choses et les êtres pour finalement les mettre à la confortable portée du monde. À croire que le règne de la quantité et donc les signes des temps sont bien arrivés. René Guénon, tu avais raison et ce depuis le début sur à peu près tout. Chaque fois, c'est la même chose. Tout ce beau monde du métal se retrouve sagement rangé sous la convention de mise à distance des mauvaises pulsions, d'expression au second degré et de manière hypertrophiée des trucs pas jolis qu'on a au fond du ventre, le tout bien empaqueté sous l'objectif ô combien salutaire et sanitaire de la libération. Voilà, on parle de mort, de souffrance, de décrépitude, de ténèbres, de lutte et de Satan, mais au fond, tout cela n'est que la pantomime de l'humeur bilieuse vaguement sécrétée par des types qui, au fond, ne demandent rien d'autre qu'une fade ataraxie. At the end of the day, tout cela n'est qu'un défouloir, du second degré sous prescription médicale, pour obtenir le sacro-saint bien-être. Le métal n'a retenu de la catharsis que son application de comédie. C'est très ironique, quand cette musique s'échine pourtant depuis plus de 50 ans à se la jouer sombre et tragique. Alors ne me traitez pas de naïf tout de suite. Il était bien connu depuis longtemps que le métal dans ses grandes largeurs aime se prendre au sérieux juste le temps nécessaire pour mieux rendre apparent le contrepoint à sa volonté réelle. Au fond, de suer et de gueuler un bon coup pour mieux dormir ensuite. Ce n'est pas à moi que vous apprendrez cela. Je cite ici mon cher ami Guillaume Fleury, journaliste chez Rocard, qui expliquait dans un entretien chez Monsieur Rem d'Inoxydable que beaucoup de groupes interrogés par ses soins n'avaient souvent rien d'autre à dire sur leur musique que « ben oui, en fait, on fait du rock'n'roll, tu vois ». Mon Dieu, j'hypertrophie et j'exagère, volontairement, rassurez-vous. De la même manière, je passe ciment sous silence le facteur amour de la musique. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est l'aspect déceptif qui ressort de tout ce foutoir. Pas de vraie noirceur alors, pas de sincères ténèbres. Même chez les blaqueux, on voit ce fichu mot galvaudé partout, transpirer à fleur d'interview. Dans cette même demi-compréhension issue de la comédie en plus. Et pourtant, d'un certain point de vue, l'aspect expiatoire, dramatique, pourrait aider à restaurer une profondeur. Celui qui souffre de ses propres abysses et se les inflige pour mieux s'en défaire, il y aurait là au moins quelque chose comme un début de chemin de rédemption, réel et authentique. Rien que ça, ce serait déjà quelque chose d'un petit peu plus substantiel. Mais non, jamais, ou bien trop rarement. Reste la dernière possibilité, pourtant évidente, celle du rejet, du refus, de l'anti-catharsis. Embrasser ses propres vices et ses propres ténèbres, faire lit commun avec le malsain et l'obscurité. L'évidence même, non ? Ce vers quoi prétend tendre toute la scène extrême, et le black en particulier, et oui. Et je dois citer ici Blur Thrower, un groupe français signé chez les Acteurs de l'Ombre, qui a eu l'intelligence, à défaut de faire de la bonne musique, en interview chez Trashcore de s'opposer à ce concept. L'homme, et je l'en salue, a eu la vivacité d'esprit et le courage de rejeter tout cela, de se poser une réelle question, de réfléchir à ce qu'il disait, et professe maintenant l'acceptation pleine et entière de sa darkitude. Et c'est bien la moindre des choses finalement. Quelle crédibilité accorder à un groupe de black metal sortant un album dégoulinant d'enfer qui affirmerait par la suite essayer de mettre à distance de façon cathartique la noirceur qu'il exprime sur son disque ? Même le sens tragique de la catharsis, évoqué il y a un instant, se montre en fin de compte décevant. On en viendrait presque à croire que les blaqueux sont de gentils affligés, soucieux de leur rédemption, qui travaillent sur eux-mêmes à coups de musique-thérapie. Cessons cette tragicomédie, voulez-vous, cessons d'employer ce mot hideusement pudique et médiocrement galvaudé que plus personne ne comprend, mais qui a le mauvais mérite de faire paraître un peu cultivé alors qu'on est aussi crétin que le premier pied de table venu. Redevenons sérieux. Despel Omega aurait-il traumatisé une partie entière du black metal si ces musiciens étaient venus expliquer qu'ils se trouvaient ravis d'avoir expié Satan d'eux-mêmes après la composition de Fass ou de Si Monumentum ? Dead Congregation dégagerait-il la même aura s'ils ne considéraient pas leur musique autrement que comme la pince à épiler qui enlève une grosse épine de leurs pieds ? Culte des Ghouls glacerait-il autant si Mark of the Devil évoquait la sorcellerie sur le même registre populiste et positif,
voire Hulsey, que celle de Pacotti qui s'étale comme une mode depuis des années dans les rayons ésotériques de la Fnac. Non, mais alors vraiment pas. Certains d'entre nous et certains d'entre eux ont encore le courage de regarder en eux-mêmes et de se condamner à vivre leurs ténèbres sans chercher à les exorciser. Là se trouve la vraie damnation, la véritable voie de la main gauche. Et c'est par elle que les œuvres les plus marquantes naissent. Sur le papier, rien ne distingue Mare d'un autre groupe de BM norvégiens. Rien, sauf l'évidence imposée à l'écoute que les auteurs de cette œuvre sont emplis et dédiés corps et âme aux bénéfices qu'ils tissent. Voilà ce qui différencie le bon grain, soigneusement débarrassé de ses tourments par la catharsis, de l'ivraie, fécond et néfaste, intègre. Est-ce que vous vous souvenez d'Apsu ? Alors voilà, vous avez dit oui, mais en fait non, je vous le dis, vous vous souvenez pas d'Apsu. Moi je suis pas très vieux, j'ai même pas encore passé la trentaine, et j'ai vraiment l'impression, un peu comme Hate Forest, que tout le monde a oublié Apsu. Alors qu'Apsu, ça a été un des groupes de black metal majeurs du début 21e siècle. Alors que là, à l'heure actuelle, alors le groupe n'y est pas pour rien, mais tout le monde a oublié. J'ai l'impression que tout le monde a oublié ce groupe, et ça me fait très mal. Pour vous placer les bases vite fait à ceux qui connaissent vraiment pas, Apsu c'est des Texans qui font du black trash, on va dire, vous prenez Exciter et Razor, et vous mélangez ça à Headslave de première période, et Satyricon aussi première période. Donc black trash très coupant, très aiguisé, très affûté, cisaillant, avec une tension constante, mélangé aux ambiances mythologiques, ethniques, folkloriques des groupes norvégiens cités. Alors la figure de proue du groupe, Monsieur Proscriptor McGovern, qui écrit les paroles, qui compose un peu, et qui est surtout le batteur et le chanteur, dit qu'ils font du mythological occulte metal. Voilà, sacré programme. Sans aller jusque-là, c'est vrai qu'Apsu a quelque chose de très particulier, et que c'est un groupe qui a le mérite de jouer à la fois sur l'ultra-violence, parce que ça fait vraiment partie des groupes de black thrash très énervés, un peu à rapprocher d'un Destroyer 666 par exemple, mais jamais dénué d'ambiance. Ça bourrine jamais pour rien. Ou pour bourriner. Alors pour parler un peu plus de son et d'albums, les 3 albums cultes d'Apsu, ce sont les 3 sortis chez Osmose. Merci, bonjour Hervé Herbeau. À commencer par The Son of Tifaret, The Third Stone of Sirtrol, et ensuite leur chef-d'œuvre incontesté qui ne sera jamais égalé, Tara. Commencez par Tara. Vraiment commencez par Tara. 50 minutes de black thrash à toute allure, ça ne s'arrête jamais, sauf sur une piste finale qui est bien plus heavy, et qui est très belle, avec des très belles guitares acoustiques, des petites nappes d'ambiance au clavier, des riffs épiques très heavy, il y a un côté un peu Mania Road, bon, très bon morceau, mais tout l'album est d'une folie en termes d'évocation et en termes de rythme, bluffante, vraiment bluffante. Tout le groupe repose avant tout sur le jeu de batterie de Proscriptor. Il n'y a jamais de blanc. C'est extrêmement dynamique. C'est jamais juste du blast débile qui s'arrête jamais. C'est un jeu vraiment... Il y a un jeu de cymbales en particulier et de caisse claire qui est vraiment très, très complémentaire et qui joue vraiment sur des espèces de rythmes... on va pas aller jusqu'à dire syncopés parce que ça reste des temps assez marqués et ça ne déstabilise pas l'oreille. Mais il y a vraiment une cavalcade constante. Il y a quelque chose de l'ordre d'un galop qui ne s'arrête pas. Il y a des battements de cœur très rapides. C'est pas simplement on sent un rythme rapide et on le tient. Il y a des cassures très rapides, des très très fréquentes également, assez intenses. Les riffs sont jamais dans un côté... Il n'y a pas de langueur chez Apsu. Il n'y a pas de moment... c'est très mélodique, mais il n'y a jamais de moment comme on peut avoir dans des groupes... Je sais pas, mettons... Même Shudder, voilà. Bon exemple, Shudder. Groupe de black norvégien true et assez vénère, presque brutal black. Il y a des morceaux, même sur Dishonored Hell, qui sont assez alanguis, où il y a vraiment des presque un peu romantiques comme ça, où ça fait des longs trémolos un peu... Voilà. Il y a ça chez Shudder. Il n'y a pas ça chez Apsu par exemple. Il y a toujours quelque chose de tendu. Il n'y a jamais de vrai repos. Sur Tara, si vous l'écoutez en entier, vous allez devoir tendre un peu l'oreille, puisque les guitares sont presque un peu sous-mixées par rapport à la batterie. Vous allez aussi devoir vous faire un petit peu l'oreille au chant de Proscriptor qui est très... vociféré, très aigu, encore... En fait, tout est vraiment sur le fil du rasoir tout le temps. Petite anecdote, Proscriptor McGovern a été pressenti et a fait des auditions pour Slayer à l'époque où il fallait remplacer Dave Lombardo. C'est quand même pas rien,
Il y a des vidéos que vous trouverez sur YouTube qui sont assez marrantes. D'ailleurs, vous voyez, Kerry King est visiblement assez déstabilisé. En même temps, Kerry King, je pense qu'il n'est pas très compliqué de déstabiliser. Mais il a finalement été refusé parce qu'il était trop technique et trop violent. Trop violent pour Slayer. Là, on parle courant années 2000. Donc ça veut dire qu'on avait déjà... Slayer était bien établi comme un patron de la violence, il y avait des groupes déjà très violents qui existaient, il y avait des références autres en termes de violence. Et pourtant, Proscriptor refusé parce que... on a fait Raining Blood et Angel of Death, mais si tu veux, là, calme-toi, non on peut pas. Donc ça vous pose un peu... ça vous pose un peu le mec. Plus récemment, le groupe a sorti 2 albums qui portent le même nom, Apsu avec un S éponyme et Abzu avec un Z. Le truc bien pratique, merci les gars. Apsu avec un S est chiant, ne l'écoutez pas. Abzu avec un Z est excellent. C'est un riffing assez particulier, pour le coup c'est pas Proscriptor qui l'a composé, mais c'est vraiment du... On retrouve vraiment la patte Abzu, mais c'est très... Comment dire ça? Ça joue un peu sur de la dissonance et des riffs un peu tourbillonnants. Il y a presque un côté Portal, le groupe australien Portal, en beaucoup moins oppressant, hein, on garde le côté vraiment épique, mais vraiment... on a du mal à... on sait pas à quoi s'attendre. On est toujours comme ça, attention, toujours sollicité, parce qu'on peut pas imaginer le riff qui va venir. Vous savez, quand vous écoutez un groupe un peu conventionnel, parfois vous entendez un riff, vous savez quel type de riff va arriver après, vous connaissez le type de construction. Là non, là vraiment pas. C'est vraiment absolument unique. On va rajouter à ça qu'Apsu est très porté sur les concepts. Monsieur McGovern est visiblement bien matraqué, hein, c'est un type pas comme vous et moi. On est dans de l'occulte pur et dur sur les thématiques et sur tout. Le gars est... Bon, c'est un peu un illuminé, hein, ça y a pas tellement de doute. Je pense qu'il aime bien la thune aussi. Si vous suivez Apsu sur Facebook, le type passe son temps, mais 1 ou 2 fois par jour, hein, à placer ses articles de merch un peu nasbrock pour vous les faire acheter. Alors faut croire que la batterie ça ne paye pas. Mais bon, écoute, il fait bien ce qu'il veut. Ouais, il faut quand même le noter, même si j'aime pas parler de ce genre d'affaires, mais il y avait eu une espèce de drama autour d'Apsu il y a quelques années, parce que, visiblement, les membres du groupe avaient dégagé leur guitariste de l'époque qui était transsexuel. Et Proscriptor avait dit « pas de trans dans mon groupe ». Bon, je vais pas du tout m'exprimer sur ce que je pense de ce genre de choses, mais je trouve ça de toute façon, ce genre d'histoire, assez lamentable, quel que soit le parti pris qu'on puisse avoir sur la question, je trouve ça nul. Donc je décide de m'en foutre, ça m'intéresse pas les frasques des musiciens, ce qui m'intéresse c'est la Zikmu. Alors bon, qu'ils aillent tous se faire enculer, hein, voilà, basiquement. Bon, à noter, pour finir, que Monsieur Proscriptor a dissous Apsu. C'était quand? C'était il y a presque un an. Ça va faire presque un an, Monsieur Proscriptor a dit Apsu c'est fini, mais immédiatement après, il a créé son groupe qui s'appelle Proscriptor McGovern's Apsu, donc c'est la même chose en fait, et qu'il a signé chez Agonia pour un album qui devait sortir là en décembre et qui n'est pas sorti. On sait pas ce qui s'est passé, on le saura sans doute jamais, on espère que ça sortira, parce que c'est un groupe qui a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Et pour finir un peu, parce qu'on va, quand même pas durer 3 plombs, surtout qu'Apsu, sans faire de la mauvaise foi en mode « moi je connais, vous connaissez pas, ça reste un groupe relativement connu », mais repenchez-vous dessus. Franchement, repenchez-vous dessus, parce que c'est un groupe qui n'a pas d'équivalent. J'ai cherché un peu dans ma tête, j'ai pas tellement trouvé de groupe qui pouvait être comparé à Apsu. À part, si on mélange les groupes que je vous ai cités au début, peut-être Destroyer 666, à la limite, un peu Bathory, mais vraiment si on pousse de loin. Là j'ai Metallum sous les yeux, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Melekesh. Ouais bon, Aura Noir, Disaster, Zemiol, mais non en fait... Non, pas tellement, c'est vraiment un groupe unique, Moi, je vous conseille de vous concentrer sur les 3 premiers en oubliant Barathrum Vitriol, qui est un peu un faux album. Bon, il est pas sans intérêt, mais franchement, c'est pas... Apsu, c'est pas ça. En ouvrant la danse par Tara, et en la finissant sur Abzu. Et vous pouvez un peu faire le silence sur Apsu avec un S. C'est pas un groupe qui s'offre facilement, vous allez sûrement vous retrouver un peu paumé au début, mais creusez. Moi ça m'a pris 1 ou 2 ans pour entrer vraiment dans ce groupe. Il y a vraiment des choses magnifiques à découvrir. Pour ce qui est de les voir en live, là absolument tout est ligué pour qu'on puisse pas les voir en live, parce que déjà c'est un groupe assez rare, en plus le groupe n'existe plus, et en plus c'est Covid, et je ne sais pas ce qu'ils valent en live, je les ai jamais vus, mais ce qui est absolument sûr c'est que c'est un groupe qu'il ne faut pas passer sous silence et qu'il ne faut pas oublier, et malheureusement, un peu comme un Hate Forest, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, et c'est dommage.
Voilà, écoutez Absu, écoutez ce que fait Monsieur Proscriptor McGovern, vous n'en serez pas déçus. En Averroigne, l'enchanteresse tisse de bien étranges sorts, qui appellent un soleil trompeur, où hale la lune d'Hécate, vers les tours enveloppées de lierre sorties de leur tanière de belladone, rampe le soir d'obéissantes vipères pour porter sa malédiction, et des décoctions de feuilles gorgées du suc gras des tombes coulent à travers ses tamis d'argent. En Averroigne, des fantômes noirs s'échappent, des lacs stagnants et des douves fétides, et rejoignent furtivement un cortège tapageur, à la lueur des torches de cités hors du temps. Naissances et morts sont célébrés par le glas équivoque du sonneur, tandis que les satyres de pierre sculptée, la bouche morne et sombre, gémissent en silence pour l'éternité. En Averroigne, le mage demeure, dans le profond silence de sa cellule. Résonnent les pas d'immortels monarques, qui arpentent de leurs semelles de tonnerre des palais de fer au-delà de la lune, aux douves emplies d'éternité. En ces lieux enflent les rites acariâtres, de Norne qui orchestrent les années de peste et de guerre que les soleils vont mener. En Averroigne, la lamie chante, au son de lyres, tirés de tombes antiques, serpentine ses tresses, se déroule face au miroir d'un nécromant. Sous son regard, ses soupirants exsangues, de leurs cris, faiblement l'appellent, et le sort qu'ils subissent, la félicité qu'ils cherchent, font vibrer les cordes ternies de 1000 récits archaïques. Ce poème en 4 strophes est tiré du recueil Averroigne et autres mondes, paru aux éditions Mnemos il y a quelques années. Ils ont été écrits par Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith était un contemporain un peu plus jeune de Howard Phillips Lovecraft, et vous vous en doutez, un jour on parlera en détail de Howard Phillips Lovecraft. Plus jeune, beaucoup plus jeune, c'était un garçon à la santé extrêmement fragile, qui a très vite développé une étrange érudition, qui n'a, je crois, jamais pu aller à l'école et qui s'est un petit peu enseigné lui-même ce qu'il voulait savoir. Un peu à la manière d'un Lovecraft, il avait une culture et une érudition extraordinaires dans certains domaines, et des lacunes totales dans d'autres. Il a beaucoup vécu seul, il a vécu pauvre, comme tout bon écrivain maudit, et il s'est passionné très vite pour l'occulte, pour les sciences cachées, et pour les récits ténébreux, les poésies un peu des romantiques noirs. Et évidemment, à cette époque, début 20e, il était bien naturel que le jeune Clark Ashton Smith entre dans le cercle restreint, et pourtant jamais vu et jamais physique, des personnes qui ont gravité autour de Lovecraft. Ils ont été correspondants très longtemps sans jamais se rencontrer. Smith a été extrêmement touché par la mort de Lovecraft en 47, 47, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Ashton Smith a énormément écrit de la poésie, des récits, surtout des nouvelles. Différents cycles de nouvelles. Dans des mondes assez différents, il a par exemple écrit Zotique, qui sont les récits d'un continent perdu. Il a également écrit des récits de l'Hyperborée, ce continent aussi tout à fait mythologique, qui a été inventé et réinventé au fil du temps,
Et ce qu'il a écrit qui me touche moi le plus, ce sont ses nouvelles. Averroigne. Averroigne, c'est une Auvergne, la région de l'Auvergne en France, fantasmée, à son époque médiévale, par quelqu'un qui n'y a jamais foutu les pieds, et qui a été frappé par l'imaginaire de cette époque-là, des grands châteaux perdus dans les montagnes, dont il avait sûrement hérité au travers des livres, et qui, comme on le sait, a souvent fécondé l'imaginaire d'auteurs très tournés vers le passé, en fait, très archaïque de manière volontaire. Ce recueil, illustré d'ailleurs de manière assez étrange par une toile de Zdzisław Beksiński, qui n'a pas grand-chose à voir avec Smith, malgré tout ça colle très bien, compile une grosse dizaine de nouvelles, extrêmement bien écrites et extrêmement bien traduites, et j'en remercie Mnemos pour ça. Je sais pas comment décrire ces nouvelles, c'est du Lovecraft, version médiévale. Il y a un côté presque rabelaisien parfois, parce que ça peut être un peu truculent parfois, mais empreint de sorcellerie, de monastères perdus où se passent des choses étranges, de vampires dans des monastères éveillés par de jeunes clercs un peu innocents, et de nécromants qui ourdissent des revanches contre le monde en cachette. C'est vraiment la crème, mais la fine fleur de l'imaginaire médiéval, réactualisé et mis sous le prisme de l'horreur, avec toujours en fond l'épouvante cosmique héritée de Lovecraft. Si vous connaissez un peu Lovecraft, vous savez qu'il a créé en fait un genre littéraire qu'on a appelé ensuite l'horreur cosmique, qui fait le lien entre les folklores humains et quelque chose qui vient de l'ailleurs, qui dépasse complètement ce cadre, qui fait écho à un cosmos hostile et à des dieux stupides en fait, des dieux extraterrestres stupides, qui haïssent l'humanité par simple possibilité en fait de la dominer. L'horreur Lovecraftienne, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique dont on parlera un jour dans ce podcast. J'attends un peu parce que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur au monde et je ne veux surtout pas le traiter de manière un peu trop légère, et comme les premières éditions sont un petit peu à rôder, je vais prendre un peu mon temps. Mais Smith a vraiment intégré ce concept-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque en Amérique, mais pour que d'autres écrivains comme lui, Smith donc, Lovecraft, Arthur Machen, et un petit peu aussi Howard, l'écrivain de Conan et de Solomon Kane, surtout d'ailleurs dans le cycle de Kane, aient développé cette même conception de l'horreur cosmique. Avant que des mecs comme l'immonde Derleth, je dirai un jour à quel point je déteste Auguste Derleth, et à quel point je lui en veux à cet homme-là, ne viennent tout foutre en l'air. Je suis toujours extrêmement touché et ému de voir à quel point des écrits d'une telle force ont su s'extraire du contexte du pulp dans lequel ils étaient publiés à l'origine. Toute cette scène d'écrivains était publiée avant dans Weird Tales, magazine que j'aime beaucoup et auquel on doit beaucoup. Si vous aimez le heavy, vous le savez. Mais ils étaient d'une autre classe, ces gars-là. Ils étaient d'une autre catégorie. À tel point que Lovecraft, et je vais dire quelque chose que je pense sincèrement, est sûrement un des écrivains dont le nom est le moins connu, mais les plus influents dans l'écrit de fiction du XXe siècle. Et même actuellement, ce n'est qu'au XXIe siècle que le nom de Lovecraft fait surface, alors que son imaginaire a été plus qu'exploité tout au long du XXe. Des gars comme Stephen King, ou comme Moorcock, comme Mervyn Peake, même comme Martin. On sait même que Tolkien avait lu Lovecraft, doivent tout à celui qu'on a appelé le reclus, le maître de Providence, le reclus de Rhode Island. Ashton Smith est pour moi celui qui a le mieux digéré l'héritage de Lovecraft. Et comme je suis passionné autant par le Moyen-Âge historique que par la fiction médiévale, je ne pouvais qu'être touché par l'alliance des deux, sachant que, je vous le redis, mais c'est extrêmement bien écrit. Ça m'a fait penser un petit peu. Je suis un amoureux de fantasy, mais je considère que la vraie bonne fantasy s'est arrêtée avec le cycle du Sorceleur, qui est pour moi la dernière vraie grande saga cycle de fantasy qui a été écrite, à peu près à la même époque que des choses comme La Compagnie Noire par exemple.
Il y a évidemment de bonnes choses qui s'écrivent actuellement, je pense par exemple au Nom du vent, qui est pas mal du tout. Je pense aussi à quelque chose comme... comment ça s'appelle déjà ? C'était ce truc américain là... ça m'énerve. Le livre des martyrs. C'est excellent, moi je n'ai pas réussi à rentrer dedans, mais c'est excellent. Ou même en France, Pierre Bottero. On parlera peut-être un jour de Pierre Bottero ici. Mais pour revenir à ce que je disais, je trouve dans The Witcher, dans la saga du sorceleur, dont les livres sont extraordinaires, et même si j'aime beaucoup les jeux, les livres leur sont bien supérieurs d'un point de vue narratif, je pense que monsieur, je ne sais plus comment, polonais, qui a écrit Le Sorceleur, la saga de Geralt de Rive, avait lu Ashton Smith. Puisque si vous connaissez un petit peu, si vous êtes comme moi vraiment intéressé par le folklore européen, vous savez et vous sentez que Le Sorceleur, ce n'est rien d'autre qu'une façon de fantasmer les mythes européens globaux. Slaves, nordiques, gréco-romains, baltes, russes, tout est là, ce n'est qu'une façon d'en faire un monde imaginaire. Et Smith, presque 100 ans avant, avait la même démarche. Je ne sais pas tellement quoi vous dire d'autre pour vous donner envie d'acheter cette collection d'écrits que vous trouverez en plus pas très cher chez Mnemos, ça coûte que 20 balles, hein, et pour une édition en brochet. Très belle, avec un beau papier, une belle couverture. Je ne sais pas tellement quoi dire puisque c'est simplement une évidence. C'est un graal pour les personnes qui, comme moi, sont intéressées par ce type de littérature. Vous devez lire ça. Si vous aimez Lovecraft et que vous aimez la fiction médiévale, vous devez lire Clark Ashton Smith et vous devez lire les récits d'Averroigne. Il n'y a pas tellement d'autres mots, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lisez Clark Ashton Smith et lisez à peu près tout ce qu'il a écrit et lisez en particulier sa poésie, qui est vraiment, vraiment belle. Je m'arrête ici pour ce Lexio et j'espère que ça vous aura donné envie de vous pencher sur cet héritier de Lovecraft et cet héritier de l'imaginaire médiéval qui a écrit en son temps quelque chose de réellement et de résolument unique et surtout jamais égalé. J'appuie là-dessus, jamais égalé en termes d'évocation, de puissance poétique mêlée à de l'horreur et d'utilisation en forme d'hommage du folklore européen. Et voilà, écoutez, je vous laisse pour cette seconde édition de La Voûte, qui se termine. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté jusqu'ici, je pense que ça sera une édition un peu plus longue que celle d'avant. Que vous dire pour conclure, moi je prends un plaisir fou à faire ce que je fais. J'adore faire ça fait avancer mes propres réflexions, ça clarifie mes idées. Gros régal pour moi, alors je vais continuer, je vais évidemment continuer. Bon, alors j'allais dire, suggérez-moi des choses si vous en avez envie, mais bon, vous êtes 30 à me regarder, donc à m'écouter pour l'instant, donc c'est un petit peu tôt, mais bon, si par hasard quelqu'un a envie de me conseiller quelque chose, ou de me suggérer une idée, surtout ne vous gênez pas, Facebook, adresse mail, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, je pense, 2 semaines, 3 semaines pour une prochaine édition, que je vais essayer on va essayer de faire encore mieux niveau forme et niveau fond. On va essayer de toujours s'améliorer. Et je pense qu'aux alentours de l'édition numéro 4-5, on fera venir un premier invité. À mon avis, ce sera un peu dans ces eaux-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Écoutez de la musique, lisez des bouquins, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, vous étiez sous la voûte.